la météo avec C3A Productions. Bonsoir à tous. Le Mercure ne nous réserve pas une de grandes surprises ce soir. À 2 jours de la fin du mois d'avril, le temps reste dominé par cette houle de fraîcheur qui insiste particulièrement dans les grandes zones côtières, les hauts plateaux, la grande partie sud et les plaines de l'Adamawa, le nord et l'extrême nord, étant habitués à la chaleur. Même dans la nuit, de ce côté-là, on ira de 28 à 25 degrés. Ainsi ira donc le temps ce soir côté température. Premier saut dans les plaines de l'Adamawa, une météo plus ou moins agitée. On va voir par exemple à Tibati et Ngaoundéré ce soir. On reste dans la même dynamique. Au petit matin, on sera entre 19 et 22 degrés de l'Adamawa au centre, qui sera donc bien frotté ce soir entre ces pluies et ces orages de la nuit. Jusqu'au petit matin, les conditions resteront les mêmes. Alors prenez toutes vos dispositions. On termine ce périple dans le sud-ouest. Menji qui sera fortement arrosé ce soir. Et au petit matin, les pluies vont baisser en intensité. Alors profitez de cette accalmie qui s'annonce et continuez de prendre soin de vos cultures. La terre ne ment pas. À bientôt. C'était la météo avec C3A Productions. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. 1 million de logiciels pour la digitalisation de l'éducation de base au Cameroun. Le don de la société Carousel Finance était réceptionné ce mercredi par les membres du gouvernement bénéficiaire. C'est à voir dès l'entame de ce journal. 1 million de raisons pour rappeler les établissements de microfinance à l'ordre au Cameroun. Les arbitres sifflent la fin de la recréation et rappellent le nécessaire respect des normes financières. La sonnette d'alarme est à suivre dans le dossier du 20h30. Et puis 1 million de fois merci aux champions pour l'honneur rendu au Cameroun. Francis Nganou recevait les félicitations du chef de l'État ce mercredi à Yaoundé au cours de l'audience avec le ministre des Sports. Vous avez hissé au plus haut niveau le drapeau du Cameroun, écrit son Excellence Paul Biya. Ces mots sont à suivre en page des sports. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Un pas de géant vers la digitalisation des enseignements au Cameroun. Après la présentation du projet hier mardi au Premier ministre chef du gouvernement, 1 million de licences d'exploitation du logiciel MyOffice sont désormais transmises au ministère de l'Éducation de base pour implantation gratuite dans nos écoles primaires. Le protocole d'accord était signé ce mercredi à l'école publique de Bastos entre le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Etundingoa, et le directeur général de la société Carousel Finance, principal distributeur de cette solution numérique à travers le monde. D'autres membres du gouvernement impliqués dans ce projet étaient également présents, à l'instar du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Le reportage de Franck Evina. Un protocole d'accord comme une voie d'accès gratuit au logiciel MyOffice. Une suite bureautique déjà implantée avec succès dans 5000 écoles en Russie. Un pays dans lequel le digital a révolutionné la pédagogie. C'est aussi l'option du Cameroun. Ces outils vont permettre aux enfants de pouvoir optimiser leur capacité à pouvoir créer de la valeur ajoutée pour le Cameroun. L'ambition du gouvernement est de voir toutes les écoles des fins fonds de village en ville avoir un dispositif informatique pour que nos enfants soient habitués à cela, le connaissent
dès leur bas âge et puissent grandir avec. 1 million de licences MyOffice offertes au ministère de l'Éducation de base par le fournisseur Carousel Finance. 200 000 seront mises à la disposition du ministère de l'Enseignement supérieur, 150 000 destinés au ministère des Enseignements secondaires, 100 000 pour le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, 50 000 pour le ministère des Postes et Télécommunications. Le reste réservé à 500 000 écoles à travers le pays. Nous avons déjà des logiciels expérimentaux au niveau du ministère depuis 1 an. Les écoles qui ont déjà un ordinateur peuvent avoir le logiciel demain matin. La durée des licences MyOffice offertes par l'opérateur russe est de 10 ans. Dans cette même logique de la numérisation en marche dans les écoles au Cameroun, le ministère des Enseignements secondaires réceptionnait 15 000 tablettes ce mercredi. C'est un don de l'UNICEF pour permettre l'accès à l'Internet aux élèves des classes d'examen. Il s'agit également d'intensifier les révisions à distance dans ce contexte de pandémie. Maïmouna Mohamedou Nadia de CRTV News. En un clic, l'apprenant est connecté au boulevard d'opportunités d'apprentissage par la magie d'Internet. Un procédé rendu possible grâce à ces 15 000 tablettes, dont de l'UNICEF réceptionnées ici par le ministre des Enseignements secondaires. Si le coronavirus nous perturbe, nous serons capables de faire nos travaux à distance à la maison et les élèves aussi pourront le faire. Le but, c'est vraiment d'améliorer, accélérer l'apprentissage et responsabiliser les élèves à un apprentissage autonome. Ce gadget de dernière génération est distribué sur le continent dans 4 pays et le Cameroun fait partie du peloton de tête. MyOffice est un package de tablettes assorties au modem et autres nécessaires pour surfer sur l'interaction de la communauté éducative nationale. Le maillage du territoire se fera par le concours des délégués régionaux de l'enseignement secondaire, lesquels ont déchargé chacun la cargaison de sa zone de compétence. La jeunesse camerounaise est également interpellée par les enjeux liés au développement durable. Le séminaire organisé par l'association Be Involved for the Youth ce mercredi à Yaoundé avait justement pour thème jeunesse et développement durable. Les avis d'experts environnementalistes et urbanistes, animateurs de cette rencontre, c'est dans ce reportage de Daoud Mouliam de CRTV News. Rendez-vous honoré, tradition respectée par l'association Involved for the Youth, BIFTY, malgré le temps de Covid-19. Pour cette édition 2021, le séminaire de sensibilisation porte sur le thème « Jeunesse et développement durable ». Élèves et jeunes membres d'associations apprennent des experts sur la question. L'objectif est que ces enfants puissent être le relais, c'est-à-dire après ce séminaire, tout ce qu'ils ont appris au séminaire puisse être retransmis. Il s'agissait de leur montrer en quoi les modèles de développement peuvent être essentiels pour la durabilité dans le cadre de l'évolution d'une nation. Le développement durable, l'assainissement liquide ou encore l'assainissement solide et la gestion des déchets sont les sous-thèmes développés et illustrés. Que nous ayons une solidarité pour que notre développement soit durable. J'en parlerai à plusieurs personnes, notamment mes camarades, mes voisins au quartier, mes cousins. L'association Involved for the Youth existe depuis 2014. Les thèmes de sensibilisation choisis chaque année sont par ailleurs illustrés via un concours d'art lancé à l'attention des élèves dont les œuvres sont primées après exposition lors d'un vernissage. Je vous invite à présent au port autonome de Douala pour aller vivre cette véritable réussite. La plateforme d'accotement des pétroliers, encore appelée Duc d'Albe, est opérationnelle depuis le 11 avril. Après 20 années d'inactivité, ce terminal pétrolier était solennellement mis en service ce mercredi par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenanga-Lebibé. À ses côtés, les ministres de l'eau et de l'énergie et celui des marchés publics. Au terminal pétrolier de Douala, retrouvons Léon Bertrand Tanefo. L'attente aura duré 20 ans. Après 2 accidents successifs en 2001, le port de Douala-Bonabéry n'avait plus d'ouvrage de chargement et de déchargement des produits pétroliers. Après
Après des travaux d'envergure et un investissement important de plus de 9 milliards de francs CFA, un nouvel appontement pétrolier sur Duc d'Albe est désormais opérationnel. Une réalisation supplémentaire dans le vaste chantier de modernisation de la place portuaire de Douala. Il s'agit ici de sécuriser l'approvisionnement de notre pays en produits pétroliers. Principal bénéficiaire de cette infrastructure ultramoderne, la SCDP. Nous avons la sécurité des installations, de l'approvisionnement, la sécurité même de toute la place portuaire. Du point de vue économique, le trésor public gagne en surestarisme. Tout le support qui est sous l'eau est en métal, ce qu'on appelle les pieux, et puis la surface que vous voyez, qu'on appelle la plateforme, est faite en béton. Un partenariat fructueux entre la SCDP et le PAD qui conforte la volonté présidentielle de faire du port de Douala un port de référence dans le golfe de Guinée. Une minute de silence a par ailleurs été observée en mémoire de Josué Yumba, acteur de la communauté portuaire décédé. Jour J-2 pour la fête du travail, le 1er mai c'est samedi et pour coller à l'actualité, l'Organisation internationale du travail a mis l'accent cette année sur la santé des travailleurs en contexte de pandémie du Covid-19. Une crise sanitaire et ses corollaires qui viennent augmenter maintenant le niveau de stress en entreprise et bouleverser les habitudes en milieu professionnel. Alvin Giselze. Le Covid-19 a donné un nouveau visage au télétravail, devenu aujourd'hui une pratique courante. C'est pas facile, mais c'est la nouvelle méthode de fonctionnement. Nous n'avons pas trop de choix. On est connecté, j'ai le système, c'est un outil de service et je prépare le vol comme je suis au bureau, mais sauf que je n'ai pas de clients devant moi. Cette pièce sert de second bureau à Dairou Mamam. Pas facile de travailler dans cet environnement, mais le Covid-19 oblige. Pas facile, au départ c'était très difficile, mais à un certain temps, nous devons être très rigoureux et nous faisons avec les mesures de l'État. Il faut travailler dur, parfois des heures tardives. C'est le cas dans cet atelier d'aluminium. Honorer les rendez-vous est un défi majeur. C'est trop de stress qu'il faut gérer. C'est beaucoup de stress. Les clients sont exigeants par rapport à la livraison. Les mesures sanitaires, la distanciation physique, le port du masque accentuent ce stress. La veille de chaque vol, nous envoyons les messages à nos clients en leur rappelant les mesures et les documents à amener. On les encourage aussi de faire l'enregistrement en ligne et de voyager un peu léger pour éviter les stress. La peur de perdre l'emploi oblige les travailleurs à surmonter le stress. Pour accélérer la décentralisation au Cameroun, les CVUC, les communes et villes du Cameroun et l'AFD, l'Agence française de développement, accordaient leur violon ce mercredi à Yaoundé. C'était au cours d'une audience accordée par le président des communes et villes unies du Cameroun, le maire Augustin Tamba, à la délégation de l'AFD. Cette mission est en prospection au Cameroun pour aider l'association des municipalités à maîtriser le processus de financement du FECOM, mais également pour renforcer les compétences des agents communaux. Sadou Mamoudou. Apprendre à pêcher plutôt que donner un défilement du poisson aux collectivités territoriales décentralisées. C'est la nouvelle philosophie des communes et villes unies du Cameroun, l'association fêtière des municipalités. Pour atteindre les objectifs escomptés, les CVUC font chemin ensemble avec l'Agence française de développement, instrument de coopération franco-camerounaise. À travers nos différents programmes, on voit avec les collectivités et le Mindebel notamment, comment on peut tantôt accompagner à la déclinaison d'un texte réglementaire, comment tantôt on peut accompagner à la formation des agents communaux. Fin 2021, le début de cet accompagnement pour l'accélération de la décentralisation. Mais déjà, de nombreuses vannes ouvertes, notamment dans la participation des communautés au développement local. Diversifier les ressources des communes et mettre en place un système d'économie sociale et solidaire, nous pourrons aller plus loin parce que nous avons parlé des journées économiques des communes. Pandémie actuelle oblige. Les deux parties, camerounaises et françaises, surfent sur les visioconférences et autres webinars.
Ouvrons le dossier du 20h30 pour examiner le fonctionnement parfois opaque des établissements de microfinance au Cameroun. L'accès au crédit, le coût même de ce crédit reste un chemin de croix pour les petits épargnants et les acteurs du secteur informel. La commission bancaire rappelle sans cesse le respect des normes prudentielles à ce secteur, mais rien n'est jamais évident dans la collaboration avec les microfinances au Cameroun. Enquête au cœur d'un secteur vivace avec Cyril Kingembepe. 80% de la population active au Cameroun accède au système financier à travers les microfinances. Ceci est facilité par leur niveau d'éducation, la qualité de leur activité et leur zone de résidence. C'est un monde qui est très large, qui est très diversifié. Nous avons conçu au sein de notre organisation une plateforme numérique qui nous permet de gérer des clients même s'ils sont à un grand nombre. Soutenir la PME camerounaise qui, comme vous le savez, constitue aujourd'hui près de 80 à 85% des entreprises camerounaises. Leur épargne, bien que faible, exige d'être sécurisée. On est arrivé à mettre des normes qu'il faut respecter. Vous ne pouvez pas mobiliser l'épargne de 100 millions, aller faire des crédits de 100 millions, alors que ces dépôts sont à vue. Le lendemain, les gens viennent demander leur argent. Vous n'avez pas. Donc le ratio de liquidité, vous devez vous assurer que l'institution est liquide et capable de payer à tout moment. Pour certains économistes, l'objet des microfinances a été détourné et il faut désormais en régionaliser la gestion. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Vous avez des banques locales aux États-Unis qui ouvrent des guichets dans 1 ou 2, 3 États contigus au maximum et peuvent opérer au sein d'une région supervisée par le conseil régional avec l'aide des services du gouverneur. L'argent circule dans ces établissements, certes, mais il appartient essentiellement au public. Et c'est un secteur important, on vient de l'entendre. Pour vous en donner une idée, voici un chiffre. 415, c'est le nombre d'établissements de microfinance agréés au Cameroun. Le ministère des Finances vient d'en publier la liste et les règles. Lucrèce Mbenga rappelle ici les recommandations et les sanctions possibles applicables à tous les contrevenants dans ce secteur. Des établissements de microfinance de première catégorie collectant l'épargne et octroyant des crédits aux agents économiques autres que leurs membres au mépris de la réglementation. Des EMF qui foulent aux pieds les normes prudentielles ou qui opèrent sans agrément. La liste des écarts et des risques est longue. La publication récente par le ministère des Finances des microfinances agréées permet de faire le tri. Par cette publication, les usagers peuvent distinguer le vrai et le faux. Dans notre domaine, nous avons un peu ce qu'on appelle les charlatans qui évoluent en marge de la réglementation. Figurer sous la liste des microfinances agréées, c'est bien, mais se conformer au nouveau règlement de la CEMAC du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d'exercice de l'activité des microfinances dans la zone CEMAC, c'est mieux. C'est un bloc réglementaire de 11 textes d'application qui porte notamment sur le système de contrôle interne, les conditions et les modalités d'agrément des EMF et le plafonnement de crédit. Cette transformation institutionnelle permettra à chaque EMF de jouer, pour ainsi dire, dans sa catégorie réelle. Les microfinances ont jusqu'au 31 décembre prochain pour se conformer. Passé ces délais, elles s'exposent aux sanctions telles que le paiement des astreintes et pire, la perte de l'agrément. L'avis des partis politiques à présent pour parler de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, qui a eu 30 ans lundi, ce 26 avril. L'anniversaire célébré sans tambour ni trompette est passé presque inaperçu dans le landerneau politique national. Mais ce soir, l'enquête de la rédaction retrace le parcours de ce parti, également né dans la vague des années 90. L'UDC est confronté à des luttes intestines de leadership. Depuis la disparition de son fondateur Adamou Ndamjoya, se résout visiblement à des ambitions départementales. Augustin Guizana. L'Union démocratique du Cameroun a perdu son fondateur et président national Adamou Ndamjoya l'an dernier. Un vide qui en lui-même constitue l'un des facteurs de lutte à la tête de l'UDC. C'est la crise successorale. Nous avons les héritiers intellectuels et idéologiques et les héritiers lignagés, ce qui a notamment vu
la démission du vice-président du parti Sambaka. Non, l'UDC n'est pas un patrimoine familial, rétorque ce membre du bureau politique. Notre idéologie, c'est de gérer chaque personne en fonction de ses capacités, de ce qu'il peut apporter, de ce qu'il peut réaliser comme résultat. Nous ne gérons pas des familles. Seulement, les observateurs de la scène politique nationale trouvent d'autres facteurs externes et même internes qui ont battu en brèche les ambitions de cette formation politique. L'insuffisance de ces finances, vous savez, le financement des partis politiques toujours le plus souvent tourné soit vers les maigres ressources publiques, on constate qu'il y a une difficulté. Aujourd'hui, il est urgent de repenser cette formation politique afin de reconquérir le pouvoir. De faire disparaître l'idée de patrimonialisation du parti en lui donnant un caractère institutionnel ouvert à l'ensemble de la population camerounaise. Le parti compte sur un congrès annoncé pour cette année 2021. Regard sur la capitale Yaoundé en construction, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain effectuait ce mercredi un tour de ces chantiers. D'abord celui d'aménagement du lac municipal de Yaoundé. C'était la dernière étape d'une tournée entamée en tout début de matinée par les chantiers dédiés à la CAN 2021. État de ces travaux, Rodrigue Bertrand-Tueno. C'est dans un décor de soleil couchant que le ministre Ketia est arrivé sur le chantier du lac municipal. Les différents responsables du projet lui ont présenté le chemin déjà parcouru par les travaux, arrachant au maître d'ouvrage des félicitations. Je suis très heureux de ce que le travail a commencé effectivement. Tel que ça a commencé, le planning sera exécuté, c'est-à-dire que pendant la CAN, ce sera propre. Même si le chantier se finira fin décembre 2022, ce sera un chantier qui montrera que le chef de l'État a transformé le Cameroun en grand chantier. Et j'ai simplement invité l'entreprise à faire corps avec l'approche du MINDU, c'est-à-dire travailler en temps réel avec nos collaborateurs. Toute la matinée du ministre fut consacrée à la visite de 7 chantiers liés à la mobilité urbaine pendant la prochaine CAN. Ici, elle a prescrit le changement du mode opératoire, le travail de jour comme de nuit par la multiplication des équipes, la libération des emprises des différents projets par la commune de Yaoundé afin que les travaux soient achevés dans 5 mois. Lutte contre la secte islamique Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Le secteur numéro 1 de la force mixte internationale autour de la commission du bassin du lac Tchad a mis en déroute une attaque terroriste il y a 2 jours dans la localité nigériane de Wulgo, près de l'arrondissement de Fotokol. Dans un communiqué du ministère de la Défense parvenu à notre rédaction, le bilan de cet affrontement fait état de plusieurs assaillants neutralisés, dont 2 corps abandonnés, 6 véhicules tactiques immobilisés, des mitrailleuses et des fusils d'assaut récupérés. Le communiqué de presse précise par ailleurs que nos troupes restent en alerte dans cette zone comme partout ailleurs à travers le triangle national. On a appris tôt ce mercredi matin le décès des suites de maladie du directeur général de l'autorité portuaire nationale. C'était évoqué tantôt dans un récent reportage. Josué Yumba, ici à l'image, était l'un des premiers administrateurs des affaires maritimes au Cameroun. Il aura servi toute sa vie dans la filière des transports, directeur des études, puis des affaires maritimes et des voies navigables au ministère des Transports. Il a été nommé en juin 2009 comme directeur général de l'autorité portuaire nationale. Et sur le plan politique, c'est un militant du RDPC qui aura été maire de la commune de Ndom dans la Sanaga maritime de 2002 à 2013. Il s'en va à 68 ans.
Dans la suite du journal, un berger qui s'en va également, Nyansaku Ninku, est décédé il y a 24 heures à Douala. L'ancien révérend modérateur de la Presbyterian Church in Cameroon quitte la scène 12 années après son départ à la retraite. Une tristesse forte et beaucoup de consternation au milieu des chrétiens de cette mission d'origine américaine au Cameroun. Le profil du défunt avec Évariste Yenga. Sa mission de pèlerin et d'humain s'est achevée. C'est une courte maladie qui a emporté l'homme de Dieu. Le révérend docteur modérateur Nyansaku Ninku s'en est allé pour l'éternité mardi dernier. Derrière lui, des souvenirs vivants de son œuvre pour la Presbyterian Church in Cameroon, PCC, et de la douleur. Je suis profondément attristé et dévasté par la mort et le mérite Ninku. C'est difficile d'accepter son départ, que son âme repose en paix. Je me souviens de lui d'être père de tous, un bon pasteur et un bon prédicateur. Connu pour son verbe, sa prédication séduisante et sa franchise, Nyansaku Ninku était l'ancien modérateur de la PCC de 1999 à 2009. Le passionné de Dieu l'était aussi pour la lecture et l'écriture. Un écrivain qui laisse un héritage de plusieurs ouvrages. Son mandat de modérateur a été marqué par l'élection comme président du Conseil africain de toutes les églises. La Presbyterian Church in Cameroon a perdu un guide. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Le gouvernement a donc entamé la deuxième phase dite intensive de la riposte vaccinale contre le coronavirus et c'est important d'y revenir encore ce soir. Le rappel de l'espacement des doses de vaccination varie d'un vaccin à l'autre. Vous allez l'entendre dans l'entretien que mène Évariste Yenga avec son invité au Centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir Évariste, rappel important donc, l'espacement des vaccins. Bonsoir, le docteur Judith Sengue est encore des nôtres ce soir et cette fois, elle vient donner quelques indications sur l'espacement des doses de vaccins parce que voyez-vous, il y a une variation d'un vaccin à un autre et la durée n'est pas la même. Voyons plus de précision avec le chef section prestation de vaccination, au programme élargi de vaccination. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là encore. Quelle est la durée, l'espacement entre deux doses de vaccin? Comme vous l'avez dit, cela dépend du vaccin. En ce moment, nous avons un éventail de 4 vaccins qui seront offerts contre la Covid. Pour l'instant, nous n'en avons que 2, AstraZeneca et Sinopharm. Donc, que ce soit Sinopharm ou AstraZeneca, le schéma vaccinal prévoit 2 doses. Actuellement, c'est 2 doses. Pour Sinopharm, un intervalle de minimum de 21 jours est celui qui est recommandé. Et concernant AstraZeneca, cela peut aller de 4 à 12 semaines, mais le Cameroun a choisi l'intervalle de 12 semaines. Donc Sinopharm, 21 jours, AstraZeneca, 12 semaines entre les 2 doses. Merci à vous, docteur, et tout le monde peut le reprendre. Après vous, si vous choisissez de vous faire vacciner au Sinopharm, alors l'espacement entre 2 doses est de 21 jours, le choix du Cameroun. S'il s'agit en revanche de AstraZeneca, 12 semaines, c'est-à-dire 3 mois plus tard.
Merci Évariste pour ces précisions. Merci au docteur Judith Sengue. Et nous allons parler de la suite du jeûne et des prières pour cette période du Ramadan avec cet élan de solidarité ce mercredi au ministère du Commerce. Solidarité envers la communauté musulmane de la Mefou et Afamba manifestée par le ministre Luc Magloire Mbarga Tangana. Il a remis aux imams de ce département en don de denrées alimentaires et des enveloppes. Nous allons voir cela avec Luc Bienvenu Onana qui revient d'Info. Cette année, comme depuis plus de 10 ans, la communauté musulmane du département de la Mefou et Afamba a, une fois de plus, reçu de la générosité d'un fils du village. Plus de 2 tonnes de denrées de première nécessité, sucre, huile de table, farine, détergents, savon et autres pâtes alimentaires. De quoi susciter joie et gratitude. En ces temps de pandémie, en ces temps de difficultés, nous avons les mots qui nous manquent de dire exactement ce qu'il faut. S'il y avait un mot supérieur au mot remerciement, on l'aurait utilisé pour dire merci. Sentiment de joie, c'était également cela chez le donateur. Une démarche fraternelle qui concourt à la consolidation du vivre ensemble. La période du mois du Ramadan nous donne l'opportunité précisément de marquer notre solidarité à travers ce geste qui est juste un encouragement pour cette population qui jeûne, mais surtout médite, pense, prie pour elle-même sûrement, mais prie pour la nation. Pour le jour J, une enveloppe d'1 million de francs a été remise au coordinateur départemental du conseil des imams de la Mefou et Afamba. Nécrologie encore, un patriarche Sawa tire sa révérence. Joseph Dipita Pokosin Doumbé, qui assurait encore pleinement les fonctions de président du conseil d'administration des aéroports du Cameroun. Il s'est éteint aux premières heures de ce mercredi à Douala des suites de maladie. C'est également un pilier du parti RDPC qui s'en va ainsi. Allons donc à Douala pour vivre l'ambiance triste au domicile du défunt depuis l'annonce de ce décès. C'est un reportage de Olivier Kingemoli. Ici, le bureau du patriarche Sawa, Joseph Dipita Pokosin Doumbé. Il traduit l'activité récente d'un homme de près de 89 ans qui achevait de sélectionner ses photos dans la perspective de l'écriture de ses mémoires en cours. L'ouvrage a été stoppé net dans la nuit du 27 au 28 avril, violemment, alors que rien la veille ne l'indiquait de manière décisive. Hier après-midi, ça allait. Vers 2 h du matin, il a demandé à se lever. Et à un moment donné, il a perdu connaissance et il est parti sans s'agiter, sans rien dire. C'est une ambiance de tristesse teintée de retenue au domicile des Pokosin Doumbé à Bangé, Douala 5e, canton Akwa. Le guide Sané Ali, homme politique respecté dans les rangs du RDPC et ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. La génération avant l'indépendance a tout fait pour ériger l'unité nationale. Et aujourd'hui, les générations sont en train de tout mettre en œuvre pour détruire cette unité nationale, en mettant en exergue le repli identitaire. Nous entendons dire que bon, maintenant les Sawa, les Biti, les Bamileke, ce n'est pas ça. Époux attentionné. Hélas, il est parti avant, laissant son épouse après 42 ans de vie commune. Les condoléances du 20h30 à toutes ces familles endeuillées. Nous ouvrons la page des sports pour les honneurs de la nation à un grand champion. Francis Ngannou a reçu ce mercredi la lettre de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya. Et le président de la République qui écrit « J'ai appris avec plaisir votre brillante victoire lors du championnat du monde de Mixed Martial Arts ». Catégorie poids lourd organisée à Las Vegas aux États-Unis. Je vous adresse
Mes sincères félicitations pour la performance sportive mémorable que vous avez réalisée, devenant sur le sol américain le premier Africain à remporter la ceinture de cette compétition grâce à votre statut de champion du monde. Vous avez hissé au plus haut niveau le drapeau du Cameroun. En outre, vous appartenez désormais au cercle des illustres athlètes camerounais qui font la fierté de leur pays à travers le monde. Veuillez agréer, monsieur, tous mes encouragements avec les assurances de ma parfaite considération. C'est donc signé une lettre de félicitations signée par son Excellence Paul Biya à Francis Ngannou, champion du monde des poids lourds. Et le ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, a transmis cette lettre ce mercredi au cours d'une audience accordée aux champions. C'était donc à Douala également, une célébration qui a commencé à Douala depuis hier. Nous allons retrouver ici à Yaoundé Évariste Yenga. Accueil à l'africaine. Chacun veut piétiner la distanciation physique pour toucher du doigt le champion du monde. Malgré la dissuasion des forces de l'ordre, Francis est escorté à la salle de conférence. Ici, l'athlète présente sa ceinture de champion du monde de poids lourd MMA, les arts martiaux combinés. Le fruit d'un exploit parti de l'ombre à la lumière. Au départ, personne n'aurait cru. Même moi-même, je n'avais pas vraiment cru. J'étais juste assez fou, mais j'étais dans un projet comme ça. Mais avec le temps, en cours de chemin, j'ai appris que rien n'est impossible quand on s'y met. Une correspondance du chef de l'État portant félicitations est remise à celui qui vient d'honorer son pays et son continent. Vous avez fait preuve d'un fighting spirit redoutable, ce qui, pour reprendre ce credo cher au président de la République, son Excellence Paul Biya, doit être la marque déposée des athlètes camerounais. Ce qui est célébré, c'est l'attitude héroïque de Francis Ngannou. Le champion du monde est aujourd'hui une source d'inspiration pour plusieurs jeunes. Et pour ces jeunes-là, à retenir, ça pourrait être la devise du champion, ne jamais renoncer. Francis Ngannou n'a jamais laissé tomber. Son parcours du Cameroun jusqu'au toit du monde où il est aujourd'hui perché est une représentation presque parfaite de la détermination et de l'abnégation. Éric Benjamin Lamère. Il a juste suffi de 2 rounds à Francis Ngannou pour infliger un KO dévastateur à l'américain Steve Miocic, champion du monde en titre dans la catégorie des poids lourds de la MMA. Une belle revanche après avoir été battu par le même adversaire 3 années plus tôt. La ceinture de champion du monde qu'il présente au Camerounais depuis quelques jours est le symbole presque absolu du fighting spirit qui caractérise Francis Ngannou, The Predator, de son nom de combat. Après avoir vaincu la Méditerranée sur un canot de fortune et les barbelés de Melilla en Espagne, squatté les parkings souterrains de Paris, le creuseur de sable dans une précédente vie est repéré dans une salle d'entraînement en 2013 et se démarque très vite. Animé par une féroce rage de vaincre, il débarque aux États-Unis et entame ses premiers combats professionnels. Très vite, il tutoie les sommets dans cette discipline qui mêle à la fois les techniques de judo, de karaté et de boxe thaï. En 2018, il échoue au point dans sa première tentative de conquête de la ceinture de poids lourd. Mais Francis Ngannou, qui a une revanche à prendre sur la vie, ne renonce pas. Il se remet au travail. Motivé et encouragé par un autre champion au parcours presque similaire, Mike Tyson. Du haut de 1m93 pour 119 kg, Francis Ngannou ne fait qu'une bouchée du détenteur du titre. Après avoir connu les bas-fonds, Francis Ngannou est aujourd'hui sur le toit du monde grâce au travail, à l'effort et à la détermination. Oubliez aujourd'hui les affres de la traversée du désert et de la Méditerranée. C'est en jet privé que celui qui symbolise aujourd'hui le fighting spirit camerounais débarque dans son pays, auréolé de gloire. Les félicitations du 20h30 qui s'achève. Le journal était préparé avec la collaboration de Augustin Ngononga et de Augustin Bichoka, à qui nous souhaitons déjà une belle retraite paisible.
Vous aurez un autre journal sur cette antenne à minuit avec Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez après le journal l'intégralité de la communication du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbaye-Robé. Très belle soirée sur nos antennes et à demain, 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.